moi Laurel, c'est toi Hardy, c'est toi le gros et moi le petit. C'est toi Laurel, c'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis. Quand l'un y va, l'autre le suit toujours. Zach, t'es où? Zach, mon maudit, tu vas me faire sacrer, t'es où? Zach, c'est parce que ça commence, là, dépêche-toi. Tony, Jacques, quelqu'un, aidez-moi. Je suis là, les gars, c'est parce qu'il y a tellement de monde. Ah! Désolé. C'est parce qu'il y a tellement de monde ici que j'en ai profité pour vendre 2 bouts de plus pour mon voyage de fin d'année. En plus de ça, Jérémy, je suis tellement nerveux, j'ai pas eu envie de pisser. Puis comment on met ça une cravate, Jérémy? Laisse faire ta cravate. T'es beau, t'es fin, pis t'es intelligent. Mais pas tant que ça. Mais le seul truc le plus important que moi et Tony t'avons demandé de porter, c'est un chapeau melon, comme Laurel et Hardy. Pas grave, Jérémy, c'est bien juste un chapeau. Moi, le plus important, c'est que je suis venu à bout de tous mes chocolats pour mon voyage. C'est bien beau ton chocolat, mais t'aurais pas oublié quelque chose? On t'a dit, Jérémy, t'aurais pu me le dire que c'était commencé. Tony va encore me chialer dessus parce que je suis en retard. Tu sais pas qu'est-ce qu'il a fait la dernière fois que j'ai été en retard dans l'un de ses cours? Il m'a jeté dehors. Ça m'étonne pas. Donc, on niaise pas avec la POC. Plutôt, on ne badine pas avec la rondelle. Ben, cher Jérémy et cher public, veuillez accueillir sur scène notre jeune, dynamique, flamboyante, extraordinaire, la plus intelligente, puis la plus belle aussi. Zacharias, parce que ton micro, il est rouvert. Ben, je sais, Jérémy, c'est moi qui l'ai ouvert. Bon, c'est assez le lichage. On sait tous que tu vas avoir ton diplôme puis ton voyage de fin d'année. Mais là, c'est pas le moment. Donc, j'invite sur scène notre directrice adjointe à Monseigneur Sivigny, Mademoiselle Chanel Baudin-Mercier. Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de me retrouver ici devant vous. Avant tout, je voudrais saluer nos animateurs qui sont hauts en couleur, Jérémy et Zacharia. Merci pour votre énergie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question d'animation, c'est surtout une question de voix. Celle que nous allons entendre, celle de jeunes qui ont osé, qui ont travaillé et qui ont réfléchi. Et qui ont surtout envie et choisi de prendre la parole pour dire quelque chose d'important. Dans un monde où l'on scrolle plus qu'on écoute, où les opinions fusent mais s'enracinent rarement, entendre des jeunes prendre position avec nuance, courage et passion, c'est précieux, c'est même inspirant. Je veux lever mon chapeau melon ou pas à nos 3 finalistes d'aujourd'hui. Peu importe l'issue de cette finale, vous avez déjà remporté quelque chose d'inestimable, la confiance en votre parole. Et ça vaut bien plus qu'une bourse. Je tiens aussi à souligner l'engagement de toute l'équipe derrière ce beau projet, en particulier M. Tony Langlois. Merci, Tony, pour ton engagement, ton dévouement dans ce projet pour nos élèves. Merci également à l'Espace René Lévesque, aux membres du jury, aux enseignants, aux parents et à vous, qui êtes ici aujourd'hui pour écouter et encourager. Alors, place maintenant à ce moment que nous attendons tous, entendre ces voix qui résonneront, j'en suis certaine, bien au-delà des murs de cette salle. Merci et bonne finale. Merci, Chanel. Tu sais, tantôt, là... Comme mon collègue ici présent nous fait perdre le mal de temps, sans plus tarder. Moi aussi, je veux parler chose. Sans plus tarder, veuillez accueillir sur scène, chaleureusement, la représentante de l'Espace René Lévesque qui est ici avec nous aujourd'hui, Madame Lise Bernatchez. Alors, bonjour à tous. Bien, c'est ça un petit peu, pas très grande. C'est avec un immense plaisir que je suis là aujourd'hui pour ce concours qui a quand même de belles retombées et qui réunit des jeunes talentueux, prêts à s'exprimer devant les autres avec éloquence et avec passion. Je voudrais d'abord saluer la direction et le personnel de la polyvalente Monseigneur Sévigny qui nous accueille dans ce lieu formidable. Vous avez une belle institution, vous avez de beaux lieux et je les remercie pour leur hospitalité et pour avoir mis en œuvre tout ça pour aujourd'hui qu'on puisse avoir une belle finale et que cette journée-là, ce soit une réussite, bien sûr. Alors, merci également aux juges qui ont accepté de mettre leur expertise et leur temps au service de ce concours pour évaluer les prestations de nos jeunes.
Également, je vais remercier, ça c'est le côté peut-être un petit peu plus technique, mais l'Assemblée nationale du Québec et les caisses populaires des Jardins, du Centre-Sud et Baie des Chaleurs pour leur support financier, ainsi que CHAU-TVA qui offre aux participants un stage dans leur studio de Carleton. Il y a également lieu de souligner la collaboration des télévisions communautaires qui sont ici aujourd'hui. Et depuis 4 années consécutives, ces partenaires ont rendu cet événement possible et grâce à leur généreux soutien, sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. L'Espace René Lévesque tient à adresser un merci tout spécial à M. Tony Langlois. Il a préparé ces jeunes avec patience, dévouement, leur permettant de développer leurs compétences et de briller aujourd'hui. M. Langlois, veuillez accepter toute notre gratitude pour avoir supporté sans faute depuis 4 ans toute l'organisation autour de prise de parole avec des accomplissements remarquables. Bien sûr, un bravo d'abord et immense aux participants. Vous qui avez le courage de monter sur scène, de partager vos idées et de relever ce défi. Vous êtes l'âme de ce concours et nous sommes impatients de vous entendre. Enfin, merci à tous pour le public et je vous souhaite de très belles écoutes. Alors, merci encore et je retourne la parole à ces gentils messieurs qui s'occupent de nous. Merci beaucoup, Madame Béranger, d'être ici en notre agréable compagnie. Ça nous fait tellement chaud. OK, le ratoureux, c'est assez. Avant de présenter ce que nos candidats et candidates à Monseigneur Souvigny à nous partager, j'inviterai sur scène le grand Manitou de ce concours de notre belle école, Monsieur Tony Langlois. Et bonjour à vous tous dans l'assistance, puis aussi à ceux et celles qui regardent à la maison par le biais de Télévague et de la télé du Rocher-Percé. Je m'appelle Tony Langlois et j'ai beaucoup de fierté aujourd'hui à vous accueillir pour cette finale de la 4e édition du concours de prise de parole organisé par l'Espace René Lévesque de New Carlisle. Vous vous en doutez sûrement, mais cette journée est bien spéciale pour 3 de nos élèves et l'aboutissement d'un long processus. Alors, comme par les années précédentes, on a cru bon de vous le résumer en quelques mots et images. Alors, tout d'abord, il faut dire que si l'accouchement de ce concours s'est encore bien déroulé pour cette 4e édition à Monseigneur-Sévigny, c'est en grande partie grâce à une équipe sensationnelle de collaborateurs sur qui nous et les jeunes pouvons compter. Or, à tous ceux et celles qui collaborent de près ou de loin à ce merveilleux projet pour nos jeunes, ils et elles vous disent un gros merci. Et puis, plus particulièrement, j'aimerais vraiment souligner le travail de M. Mario Rioux et Mme Liliana Castano, qui sont au son et à l'éclairage, et notre irremplaçable Jacques Lévesque, qui est derrière à la régie. Je pense que c'est lui, présentement, le grand Manitou. L'an passé, ce sont 3 élèves de notre école qui ont remporté les honneurs de ce concours au régional. En effet, Mesdemoiselles Adama Marika Langlois, Océane Cyr et Kimberly Follum Savoie ont fait rayonner notre école et se sont mérité des bourses respectives de 500, 300 et 200 $, en plus de participer à un stage dans les studios de CHAU-TVA Nouvelle. Ici, cette année, au départ, ce sont 9 élèves qui se sont inscrits. Nous avons tenu un camp des recrues qui s'est déroulé lors de l'avant-midi du 15 janvier dernier et que nous avons conclu par un dîner pizza. L'objectif étant de familiariser les nouveaux participants avec le concours, bref, faire en sorte qu'ils savent dans quoi ils allaient s'embarquer. Suite à ce camp pour nos recrues, nos finalistes ont approfondi leur sujet et participé à des causeries midi afin de se préparer activement pour les auditions, au terme desquelles les 3 que vous allez voir sur scène aujourd'hui ont été sélectionnés par un jury composé de Maître Yoann Méthode Bernatchez, de M. Samuel Parisé et de M. Jérémy Laplante, qui ont été, il faut le dire, des collaborateurs de premier plan tout au long de notre projet cette année. Notre jeune avocat, notre jeune préfet de la MRC et notre jeune conseiller à la ville de Passepébiac sont d'ailleurs encore parmi nous aujourd'hui et composent notre panel de juges pour cette finale régionale. Vous pouvez vous lever peut-être pour qu'on vous voie. On peut les applaudir.
Évidemment, sachez que là, il y a un intrus parmi eux, mais on va en parler tantôt. Sachez que ces gens-là font tout ça à titre bénévole. Et vraiment, c'est vraiment du fond du cœur qu'on vous dit un gros merci pour tout ce que vous faites pour nous tout au long de ce concours-là. Les 3 dernières semaines ont été très intenses pour nos courageux finalistes qui se sont préparés de façon active et engagée. Là, et puis le moment venu est maintenant arrivé. Le moment tant attendu est maintenant arrivé. Alors, à tour de rôle, les candidats et candidates sélectionnés viendront vous livrer leur prise de parole qui devra durer entre 7 et 12 minutes pour ensuite être confrontés à 2 questions. La deuxième sera posée par l'un ou l'autre de nos 3 juges invités. Alors, ils vont jouer les journalistes. Et la première par un participant qui a été malheureusement dans l'obligation de se désister du concours, mais vraiment à cause de des raisons personnelles majeures. Alors, mais qui est avec nous pour jouer aux journalistes. Je vous demande d'applaudir notre avocat du diable cette année, Thomas Puget. La prestation de nos orateurs et oratrices sera donc évaluée en se basant sur une grille fournie par le comité organisateur de l'Espace René Lévesque. Les 3 participants recevront des bourses totalisant aujourd'hui 1 000 et pourront également bénéficier d'un stage d'1 jour dans les studios de CHAU TVA Nouvelle, comme nous l'a dit tantôt Mme Bernatchez. Mais nous ne vous avons pas oublié, encore une fois, cette année, cher auditoire, parce que votre vote permettra d'élire le récipiendaire du prix Coup de cœur du public. Le gagnant recevra une carte cadeau supplémentaire d'une valeur de 50 $ qui sera remise par notre direction adjointe. On avait dit tantôt, on a dit aux enseignants que ça allait être vers 11h45, puis ça risque d'être plus vers midi qu'on va dévoiler les gagnants. En effet, vous avez tous reçu à l'entrée un bulletin de vote que nous vous demandons de déposer dans l'une des 2 urnes à la sortie. Vous devez voter individuellement une seule fois pour que votre compte pour le candidat ou la candidate qui vous aura le plus impressionné lors de sa prise de parole. Bon, ceci étant dit, je pense que nos participants et participantes commencent à s'impatienter derrière. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre première candidate. Elle est en 4e secondaire. Elle se questionne à savoir si l'individu dans nos sociétés occidentales, de plus en plus technologiques, évolue ou régresse. Alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter Maëva Giroux-Duguay. Salut tout le monde. Depuis des millénaires, la Terre et les êtres vivants progressent ensemble au rythme du temps. Des progrès scientifiques, des avancées sociales et des acquis des civilisations précédentes font ce que nous sommes aujourd'hui. Mais est-ce réellement positif tous ces progrès? De plus, peut-on considérer ces gains comme acquis ou bien pouvons-nous les perdre? À mon avis, l'individu au sein de nos sociétés contemporaines occidentales ont subi une chute drastique au cours des dernières décennies à cause de ces avancées dites technologiques. Imaginez-vous une école secondaire sans téléphone intelligent comme au bon vieux temps. Je suis sûre que bien des problèmes s'effaceraient. Aujourd'hui, j'aimerais que nous abordions cette problématique. Certains droits individuels que nous considérons comme acquis en 2025 sont présentement menacés. Pas en Chine, pas en Russie, en Iran, au Qatar ou dans n'importe quelle république de bananes. Ici, en Amérique du Nord et en Europe, dans le berceau de nos civilisations contemporaines occidentales. Bref, au terme de ma prise de parole, j'espère que j'aurai réussi à amorcer chez vous, chers auditeurs et chères auditrices, un début de réflexion personnelle quant aux effets pervers de cette société technologique dans laquelle nous évoluons présentement. En 1973, l'arrêt Roe versus Wade a permis le droit à l'avortement pour les femmes aux États-Unis, en s'appuyant sur le principe fondamental du droit à la vie privée. C'était une avancée majeure pour une femme, lui offrant alors la liberté de choisir ce qui est mieux pour son corps, son avenir et son bébé. En 1988, la Cour suprême du Canada rend également un jugement historique. Elle décriminalise alors complètement l'avortement en s'appuyant sur la Charte canadienne des droits et libertés. Pour le Dr Henry Morgan Taylor, ce jugement de la Cour suprême représente l'aboutissement de 20 ans de combats idéologiques et juridiques. Une bataille qui a mené de front pour le droit des femmes à l'avortement, au risque de sa propre sécurité et de sa propre liberté. Selon cet arrêt de la Cour suprême du Canada, appuyé par 5 des 7 juges présents, l'article 251 du Code criminel du Canada constitue clairement une atteinte à l'intégrité physique et émotionnelle d'une femme. Forcer une femme à mettre un terme
à mener un fœtus à terme, à moins qu'elle ne remplisse certains critères indépendants de ses propres propriétés et aspirations, est une ingérence profonde à l'égard de son corps et donc une atteinte à la sécurité de sa personne. L'année suivante, ici, au Québec, Chantal Daigle est enceinte de 18 semaines et veut avorter après avoir quitté son conjoint. Le jour où elle doit se présenter à une clinique d'avortement, Jean-Guy Tremblay reçoit une injonction de la Cour supérieure du Québec par le juge Vien, interdisant à Mme Daigle d'avorter sous peine de 50 000 $ d'amende. Mme Daigle s'exile donc temporairement à Boston pour avorter. C'est à la suite d'une éprouvante bataille juridique que la Cour suprême du Canada annulera enfin à l'unanimité l'injonction. Malheureusement, en 2022, ce droit essentiel pour les femmes a été remis en question dans plusieurs États américains où l'on considère maintenant le fœtus comme un être vivant à part entière. Le droit à l'avortement y est maintenant interdit. Cette décision brime les femmes dans leur liberté de choix et les prive de la possibilité de décider de leur propre avenir. Veut-on réellement les obliger à avoir un enfant alors qu'elles ne sont ni prêtes, ni en mesure de leur offrir une qualité de vie et une éducation adéquate? Veut-on réellement qu'une femme qui s'est fait violer garde un bébé qu'elle n'a jamais voulu et que ce bébé lui hante ce terrible souvenir qu'elle aurait voulu oublier à jamais? Ce qui se passe chez nos voisins du Sud peut très bien se passer ici avec un gouvernement conservateur au pouvoir. En 1991, un projet de loi visant à interdire l'avortement est défait par le Sénat. Lorsque les conservateurs étaient au pouvoir en 2006, on avait apparaître plusieurs projets de loi infructueux concernant l'avortement du fœtus. Si nous, les femmes, acceptons cette régression après nous être tant battues, quelle sera la prochaine étape? Risquons-nous de perdre d'autres acquis durement gagnés? Pourquoi pas un coup parti, remettre en question l'égalité juridique de la femme, son droit d'être acceptée à une faculté de médecine ou de disposer de son propre salaire comme elle l'entend, son droit de vote, son droit d'éligibilité? Des droits acquis au terme de luttes qui ont mené activement nos figures de proue du mouvement féministe québécois au 20e siècle, cette perspective m'inquiète et m'attriste vraiment. C'est à faire virer dans leur tombe nos Marie-Claire Kirkland-Casgrain, Idola Saint-Jean, Irma Levasseur ou Marie Lacoste-Gérin-Lajoie. Certains penseront que j'exagère, mais vous avez sûrement entendu parler des mouvements des mâles alpha. La femme doit se soumettre à son homme. Les valeurs traditionnelles se multiplient chez les influenceurs et vont jusque dans les classes du secondaire. Des adolescents rêvent de devenir cet homme viril, riche et respecté qui séduit les femmes et les domine. Une femme moderne et avisée ne peut laisser passer sous silence ces comportements qui vont à l'encontre de ce pourquoi tant de femmes se sont battues dans le passé. Parlons maintenant du tourbillon technologique dans lequel nous sommes zappés depuis quelques années. Il est clair que nous, les jeunes, sommes beaucoup moins intéressés à l'école et que nous nous investissons beaucoup moins dans nos travaux que par le passé parce que les technologies sont omniprésentes dans nos vies et dérangent notre concentration. Par exemple, l'utilisation du cellulaire en classe est devenue un combat quotidien pour le personnel scolaire. Puis là, les profs, je vous entends dire, là, je veux pas que vous l'interdissiez ici. On croirait que les jeunes d'aujourd'hui qui manipulent les téléphones et les autres technologies numériques depuis l'enfance ont acquis une expertise en mode multitâche, comme surveiller les textos qui s'affichent sur leur cellulaire et d'y répondre immédiatement, naviguer sur Internet, de faire des snaps pendant que le prof donne son cours. Puis on pense qu'on écoute, mais c'est tout le contraire. Les études relèvent malheureusement que cette expertise est illusoire et que les étudiants en multitâche ont obtenu des notes beaucoup plus faibles que ceux qui n'utilisaient pas de portable et que la fréquence du multitâche numérique est élevée pendant les cours et les périodes d'études, plus les notes sont basses. Il est impossible pour le cerveau de traiter en parallèle deux différentes informations et cela entraîne obligatoirement à faire des choix et souvent pas le bon en termes de réussite scolaire. Pour être à son meilleur, le cerveau doit se concentrer sur un seul sujet. Même si l'on garde le cellulaire éteint ou face cachée en mode silencieux à côté de nous pendant les périodes d'études, sa seule présence entraîne une distraction et peut donner des résultats moindres aux examens. L'INSPQ relève que l'écart de performance entre les élèves en multitâche et ceux qui ne le sont pas est près de 10 % et qu'il faut près de 20 minutes avant de se reconcentrer après l'apparition d'une seule notification. De plus, les appareils électroniques rendent le contact humain de moins en moins fréquent. Par exemple, nous ne pouvons être assis à une table pour souper avec des proches et passer du temps à regarder nos cellulaires et discuter avec nos amis qui ne sont pas avec nous, au lieu de profiter de ces moments de qualité que nous avons avec nos proches, qui sont assis juste devant nous. Avec l'intelligence artificielle, la paresse intellectuelle devient de plus en plus un enjeu inquiétant. Les étudiants utilisent de plus en plus l'IA pour les aider dans leurs travaux. Bien qu'elle puisse améliorer leur qualité et permettre de les effectuer de manière plus productive, la croissance de l'IA limite les capacités du cerveau humain à apprendre.
Lorsqu'on doit faire la recherche sur un sujet, réfléchir sur celui-ci, analyser et consulter de différentes sources d'informations pour l'y comprendre en y mettant toute notre attention et en mobilisant toutes nos compétences, c'est là que nous apprenons concrètement. L'IA nous donne des réponses toutes faites que l'on n'a pas eu besoin à comprendre, intégrer ou étudier. Cette diminution de l'apprentissage ne se limite pas uniquement à l'IA, mais aussi à d'autres technologies rudimentaires comme la calculatrice. Par exemple, on ne connaît même plus nos tables de multiplication. Dans l'assistance, je vous mets au défi. Essayez de savoir combien font 11 fois 12. Soyez sincères, combien d'élèves auraient réussi cette opération de multiplication si simple? Comme les technologies sont présentes dans tous les aspects de notre vie quotidienne, cette paresse intellectuelle pourrait se généraliser. Cette dépendance minimise l'autonomie en remplaçant nos choix par les siens et nous rend négligents et incompétents dans divers aspects de la vie quotidienne. Comme toute chose, il est important d'utiliser avec prudence ces nouvelles technologies et de toujours remettre en question ses effets sur le long terme et de réfléchir et de se servir de notre jugement ou de notre scepticisme. Comme l'ont si bien dit Aristote, Descartes ou Galilée, le doute est le commencement de la sagesse. Aussi, avouons-le, nous les jeunes, là, on fait beaucoup moins d'activités physiques qu'auparavant, notamment à l'air frais. On reste souvent à l'intérieur à regarder la télévision, à parler avec nos amis sur notre téléphone. Comme exemple à la CAF, il n'y a personne qui est capable de se parler, on est tous sur notre cell, ou bien on joue sur nos consoles. L'utilisation des technologies n'est pas mauvaise en soi, mais il faut garder un certain équilibre. En plus, on s'entend, la sédentarité, c'est pas très bon pour la santé. Il n'y a rien de mieux qu'une promenade en ski de fond ou une partie de hockey pour bien s'aérer le cerveau. Pour conclure, ce n'est pas parce que nous avons fait des grands progrès au fil des dernières décennies que nous, comme individus ou sociétés, sommes à l'abri d'une régression généralisée. J'ai parlé du droit à l'avortement aux États-Unis, mais je pourrais aborder également le sujet de l'avenir de nos démocraties ou de la liberté de presse. Mais si je me lance là-dessus, on oublie mon 12 minutes de prise de parole. Bref, je suis plus si certaine que le mot progrès est synonyme d'avancement, comme l'ont démontré l'analyse de l'utilisation des technologies que l'on fait souvent. J'irais même jusqu'à lier cette utilisation abusive de la perte potentielle de certains acquis, tels nos droits et libertés. Je vous laisse maintenant sur une citation célèbre de Winston Churchill, grand promoteur passé de nos démocraties libérales, en espérant qu'elle suscite chez vous, chers auditeurs, une réflexion. Un jour, il a dit « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. » Merci. Félicitations. Bravo, ça s'est bien passé. Ouais. Comme premier commentaire, je te dirais que très fier de toi. Belle présentation. Beaucoup de préparation là-dedans. J'en ai été très témoin aussi. On a eu quelques discussions ensemble par rapport à ça. La façon que tu as livré le message, c'était bien aussi. Le regard avec le public, les exemples étaient concrets. Donc, je te dis un gros bravo. Merci. Alors, félicitations. Comme mon collègue le mentionne, ce fut une très belle présentation. Le ton de voix était là, la tonalité, on entendait bien. Et la gestualité, le regard avec le public, c'est important. Vraiment, tu l'as respecté. Encore une fois, toutes mes félicitations. Merci. Alors, pour commencer, je tiens à m'excuser. Là, j'ai un léger problème de sinus aujourd'hui, donc ma voix est peut-être un peu moins mielleuse qu'elle devrait l'être. Mais tout de même, Maëva, je souhaite à te féliciter pour ta prise de parole. Je pense que le sujet que tu as choisi est vraiment important. Puis moi, le passage qui m'a le plus frappé, qui m'a un peu donné les frissons, là, c'est quand tu parlais de la possibilité qu'il y a davantage de droits et libertés qui régressent dans la société. Puis aussi, quand tu parlais de la mouvance des mâles alpha, c'est quelque chose vraiment là, qui prend de plus en plus d'ampleur dans la société. Puis on la sent en tant que citoyen, ce glissement-là, ce changement-là, un peu dans l'opinion publique chez les plus jeunes. Là. Et je pense que c'est vraiment un sujet très pertinent qui a été abordé, puis je te félicite pour ça. Merci. Donc, moi, je ne suis pas là pour passer de commentaires. Est-ce que tu es prête pour ta question? Oui. Alors, je serais curieux, puisque tu nous parles des impacts de la technologie sur les sociétés. Quel lien tu fais entre le droit à l'avortement et la technologie? Ben, en fait, je fais pas vraiment de lien entre ces deux-là. C'est juste que ma prise de parole était sur que je trouvais qu'on était une société qui régressait
et ça dans divers aspects de partout. Puis je trouve que les technologies et même des droits, oui, c'est deux aspects différents, mais je trouve que c'est deux aspects qu'on doit prendre en compte pour essayer d'améliorer notre société. Fait que, veux pas, c'est des sujets complètement différents, mais ils pourraient même se mettre à se lier parce que, veux pas, les technologies deviennent présentes dans tous les aspects de nos vies. Fait qu'un jour, ça peut venir à devenir néfaste pour nos droits. D'accord, merci beaucoup. Alors, comme tout à l'heure, tu l'as mentionné, il vaut mieux prendre le changement par la main. Qu'est-ce qu'on pourrait changer dans notre système d'éducation et dans la société pour éviter justement que le téléphone et les technologies puissent avoir des effets néfastes? Bien, est-ce que tu pourrais répéter, est-ce que tu pourrais la reformuler, s'il te plaît, pour être sûr que je comprenne bien ta question? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait changer dans la société et dans notre système d'éducation pour éviter que le téléphone et les technologies puissent avoir un effet néfaste? Bien, souvent, les professeurs parlent qu'il faudrait simplement interdire les téléphones. Tu sais, comme en ce moment, dans nos classes, on n'a plus le droit de les avoir. Oui, je suis d'accord que ça pourrait peut-être aider, mais on s'entend, là, nos téléphones, on les a tout encore avec nous autres, puis ça ne change rien. Moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'on aurait un cours qui pourrait bien nous expliquer comment bien utiliser nos technologies, parce que, veux pas, quand on l'utilise super bien, là, regarde la médecine, comment ça a bien évolué avec les technologies. Les technologies peuvent être bonnes en soi, c'est juste qu'on en fait une mauvaise utilisation. Fait que je pense qu'en ayant des cours pour bien les utiliser, avoir des recours avec nos professeurs qui savent quand on utilise l'IA, parce que là, en ce moment, on peut l'utiliser, puis il n'y a personne qui s'en rend compte. Fait que veux pas, ça devient un aspect qui c'est facile à utiliser. Fait que les professeurs peuvent se rendre compte, puis de nous donner aussi quelques cours, comment bien utiliser les technologies sans que ça devienne néfaste pour nos vies, puis qu'on peut les utiliser à bon issue. Excellent. Merci. Merci. Félicitations, Maëva. Hey, Jay, suis-tu les actualités ces temps-ci? Ben oui, ça va pas bien en ce moment dans le monde. Il y a la guerre en Ukraine, les tremblements de terre en Asie du Sud-Est. Quand c'est pas la Californie qui brûle, ou Donald Trump qui menace notre pays pendant qu'on est en pleine élection fédérale. Tu vu ça aux nouvelles? Il est tellement sauté sur le crank notre Donald qu'il a décidé de mettre des tarifs sur des pingouins sur une île inhabitée en Antarctique. Il est pas perdu ben. Regarde qu'est-ce qu'il parle. Mais de toute façon, là, faut passer à d'autres choses. Ça me fait penser à quelque chose. Vincent, il voudrait parler d'un truc d'un petit peu en rapport avec ça. C'est quoi le rapport avec Trump et ses pingouins? Pingouins, OK. Zachary, tu sais, les pingouins de... Ah oui, les pingouins de Plattsburgh! Pas Plattsburgh, innocent! Pittsburgh! Plattsburgh, c'est la même affaire. Puis je suis sûr qu'il n'y a même pas de pingouins là-bas aux États-Unis. Justement, il y en a ici à l'île Bonaventure. Des macareux, il y a aussi des petits pingouins. Ah, quand j'y pense, l'équipe à Vincent pourrait s'appeler de même. Tu penses, Jay? Il me semble que ça fait pas sérieux ben, les macareux de Percé. Ouf que t'es dur de comprendre. Pas les macareux de Percé, les pingouins de Chandler. Encore mieux, Jay, les petits pingouins du grand Chandler. Ben oui, c'est autant épeurant que t'aimes macareux, ça. De toute façon, il faut enchaîner Zacharia. Vincent est prêt, lui aussi est en 4e secondaire. Veuillez aussi accueillir Vincent Caron! Bon, salut à tous. J'espère que ça va bien. En tout cas, moi, ça va bien. Les Canadiens sont en série. Je commence. Depuis 1875, le hockey est pratiqué intensément au Québec et il est même devenu officiellement son sport national cette année en 2025, grâce à son influence culturelle et identitaire. Comment expliquons-nous dans ce cas qu'hormis le nord du Québec, notre région administrative est la seule qui ne détient pas d'équipe de hockey de haut niveau sur son territoire? Pour pallier à ce trou culturel qui en déçoit certainement plus d'un, 2 investisseurs de notre MRC se sont mis sur le projet d'amener une équipe de la Ligue de hockey junior des Maritimes et du Québec, ici même à Chandler. Les démarches ont d'ailleurs déjà été amorcées, puisque 4 parties préliminaires ont été organisées en 2022 et en 2023. Depuis la première phase d'industrialisation, l'accès à des emplois, à des possibilités d'éducation et de divertissement, ainsi que la proximité des services ou la recherche d'une meilleure qualité de vie, attire les gens à s'installer vers de plus grands centres urbains. Je pense que d'accueillir une équipe de la LHJMQ à Chandler contribuerait à freiner un mouvement généralisé d'exode rural amorcé depuis la seconde moitié du 19e siècle. Une source de divertissement comme une équipe de hockey de ce calibre dans notre ville pourrait stimuler l'économie,
et ainsi développer les autres éléments nécessaires pour faire progresser notre région considérablement en termes de démographie et d'occupation du territoire. Par exemple, la ville de Rimouski a connu un accroissement de sa population de près de 35 % dans les 10 années qui ont suivi l'arrivée de son équipe dans la LHJMQ en 1995. Si cet objectif se concrétisait, il va de soi que nos amateurs de hockey seront d'un appui colossal, rencontre après rencontre, comme en témoignent les belles années du Gaillard. En retour, cette équipe motivera la prochaine génération à continuer la pratique de ce sport, tout en ayant des impacts sur les finances et les services de la ville, et c'est ce que je vais tenter de vous démontrer aujourd'hui. Tout d'abord, une équipe de la LHJMQ à Chandler pourrait, selon moi, être la dernière pièce nécessaire pour enfin connaître une hausse démographique, comme la ville de Rimouski a eu à partir des années 60. En effet, cette ville, qui compte présentement plus de 50 000 habitants, a connu cette croissance puisqu'elle a su développer des facteurs d'attraction et mettre à profit son potentiel touristique. La fondation de son cégep en 1967 et de son campus de l'Université du Québec en 1969 ont été les éléments déclencheurs puisque les gens des municipalités et même des régions avoisinantes viendront s'y installer pour accéder à des études collégiales et universitaires. La question que je me pose maintenant, trouvez-vous ça normal qu'aujourd'hui, en 2025, la situation est loin de s'améliorer, même pire, maintenant les jeunes partent encore plus tôt vers le Bas-Saint-Laurent? Personnellement, je trouve que ça n'a pas de bon sens de contribuer autant à l'essor économique des autres régions uniquement parce que nous ne possédons pas des infrastructures adéquates. Avec le départ de ces jeunes, les installations sportives et les institutions scolaires de notre MRC voient leur clientèle et leurs revenus se dissiper au grand plaisir des portefeuilles des plus grands centres urbains. Il ne faut pas oublier que ces ados et leurs familles y effectuent des dépenses, de l'argent qui circulerait ici, qui s'envole ailleurs. On ne peut toutefois aucunement mettre le blâme sur ces exilés qui doivent quitter notre région dans le but d'acquérir des compétences sportives ou académiques, parce que, mis à part l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec à Grande-Rivière, qui n'offre même pas le cours préuniversitaire des sciences de la nature, on ne retrouve aucun établissement d'études collégiales, ni même de programme de sport-études dans notre MRC. Aucun. Maintenant que la table est mise, voici pourquoi l'acquisition d'une équipe de la Ligue junior majeure serait idéale pour enfin avoir des infrastructures scolaires de meilleure qualité dans notre MRC. Selon le journal Le Soleil, il faudrait prévoir des établissements pour le secondaire et le cégep, notamment pour les joueurs étudiants en sciences de la nature, qui ont besoin de laboratoires pour les cours de physique, de biologie et de chimie, si l'on veut obtenir une équipe. On parle alors d'agrandir l'École des pêches ou de tout simplement construire un nouveau campus du cégep de la Gaspésie-des-Îles, ici à Chandler, qui pourrait être affilié à celui de Grande-Rivière. Il reste maintenant à savoir si notre MRC serait prête à satisfaire cette demande et, le cas échéant, avant ou après l'arrivée d'une équipe. Selon Martin Duguay, un des promoteurs du projet, le côté scolaire n'est pas un irritant pour le moment, puisque tout peut se faire virtuellement de nos jours. Cette alternative pourrait cependant être temporaire, car sur le long terme, l'impact financier d'une équipe d'un tel calibre serait considérable sur notre économie locale. Et ainsi, le développement de nos institutions scolaires pourrait se faire dans les années qui suivront. En effet, les dépenses qu'effectueront les partisans généreront des recettes fiscales pour la municipalité qui pourront ensuite être utilisées pour financer nos services publics et nos infrastructures. De plus, sachant que la Gaspésie est principalement une région touristique lors de la période estivale, une équipe de hockey de la LHJMQ attirerait des touristes à l'année, ce qui offrirait de plus grandes retombées économiques, même quand nos plages seront recouvertes de neige. Les hôtels et les restaurants seront donc remplis à l'année avec l'afflux de touristes et de familles de joueurs qui viendraient dans la région. Les entreprises et les commerces locaux y verraient également un avantage, et certains d'entre eux pourraient même établir des partenariats afin de bien faire fleurir l'économie d'ici. Maintenant, vous demanderez sûrement si notre aréna est assez grande pour accueillir une équipe de cette trempe. La réponse est non, pas encore. Des études ont été demandées par la ville de Chandler pour savoir quels sont les travaux qui devront être effectués dans l'enceinte du centre sportif Clément-Tremblay dans le cas où l'opportunité d'acquérir une équipe se présentait. Selon le maire de Chandler, Gilles Darèche, les plans qui ont été effectués permettraient d'accueillir 4 400 personnes, en plus des loges corporatives exigées par la Ligue. On frôlerait alors les exigences qui sont de 5 000 places en théorie, mais il est toutefois important de savoir que certaines villes ayant une équipe ne répondent pas à ce critère, ce qui confirme donc que ce n'est pas un indispensable. Toujours selon le maire, ces rénovations coûteraient plusieurs millions, ce qui représente un coût faramineux. Mais la ville n'aura pas déboursé de montants extraordinaires pour ça, car on n'en a pas les moyens et on n'avait pas ça dans nos plans. Si le projet se fait, ce sera la suite de subventions et de l'implication du privé. D'ailleurs, les promoteurs du projet souhaitaient s'assurer de garder la qualité de la glace lors des joutes de pré-saison qui ont été organisées en 2022 et en 2023. Et ils ont réussi, puisque des gens de la Ligue et de l'Océanique ont avoué qu'il y avait des glaces moins bonnes que la nôtre ailleurs dans le circuit.
Ensuite, l'installation permanente d'un club de la Ligue de hockey junior et des Maritimes du Québec à Chandler rendra notre Gaspésie visible aux quatre coins de l'Amérique. Effectivement, comme vous le savez probablement, la LHJMQ fait partie de la Ligue canadienne de hockey, dont chaque saison se termine par le célèbre tournoi de la Coupe Memorial. Par le fruit du hasard, ça donne justement que cette année, ce tournoi se déroulera à Rimouski. Imaginez le nombre de partisans qui s'y rendront. Si vous voulez une chambre d'hôtel à Rimouski entre le 22 mai et le 1er juin prochain, comme l'a si bien dit Zacharia tantôt dans un français irréprochable, ne badinez pas avec la rondelle. En plus, chaque année, lors du repêchage d'entrée de la LNH, de nombreux joueurs de la Ligue canadienne sont sélectionnés afin de poursuivre leur carrière avec une équipe professionnelle. Présentement, dans la LNH, la meilleure ligue et la plus visible sur la planète, nous retrouvons des noms comme Sidney Crosby, Nathan McKinnon, Christopher Letang, Claude Giroux, Brad Marchand, Marc-André Fleury ou encore Nikita Kucherov. Savez-vous ce que ces joueurs ont en commun, mis à part qu'ils sont des joueurs d'élite dans la Grande Ligue? Effectivement, ils ont tous chaussé patin dans la LHJMQ. C'est fou de se dire que si le projet se concrétisait, des futurs membres du temple de la renommée du hockey joueront des parties chez nous à Chandler. Je ne sais pas pour vous, mais moi, rien que d'y penser, ça me donne des frissons. Dans notre société actuelle, où tout est concentré dans les grands centres urbains, une équipe de hockey de gros calibre chez nous pourrait définitivement prouver aux gens de l'extérieur que la Gaspésie n'est pas seulement riche pour ses paysages à couper le souffle, mais aussi pour la gentillesse de sa population et la qualité de ses infrastructures. On pourrait leur prouver qu'on sait jouer au hockey aussi bien qu'eux. Émerveillons la prochaine génération et encourageons-la à pratiquer ce si beau sport d'équipe qu'est le hockey. Une équipe développerait également les autres sports que nous pratiquons en Gaspésie, donnant ainsi aux jeunes de demain l'envie de suivre le mode de vie sain qu'inculque la pratique d'activités sportives. Pour finir, on m'a souvent demandé pourquoi une équipe de la LHJMQ devrait obligatoirement s'installer à Gaspé et non pas à Chandler et non pas à Gaspé, la ville la plus populeuse de la Gaspésie. En premier lieu, comme cité précédemment, des démarches ont déjà été organisées par la ville de Chandler et des investisseurs du coin pour accueillir l'équipe ici. En second lieu, il faut comprendre que des études de faisabilité ont été effectuées dans le centre sportif Clément Tremblay, qui compte officiellement 2500 places, mais qui a déjà presque doublé ce seuil maximal à multiples reprises. Même s'il est vrai que Gaspé prévoit construire un nouvel aréna pour remplacer le centre récréatif Luc Germain qui se fait vieillissant, la ville n'est pas parvenue à faire approuver le projet d'un complexe multisport de 504 places par le gouvernement du Québec. La construction de cet édifice ne se fera pas avant 2027, puis de toute façon, il ne correspond pas au critère de la Ligue. Chandler est d'ailleurs l'endroit parfait géographiquement parlant, puisqu'il se situe environ au centre du côté sud de la Gaspésie. Les partisans pourraient donc venir de la baie des Chaleurs jusqu'à la côte de Gaspé, sans oublier les familles des équipes adverses. En bref, une équipe d'une telle envergure à Chandler stimulerait l'économie et ainsi améliorerait les services publics et les infrastructures de notre beau coin de pays. Avec l'engouement que la Gaspésie aura à l'année, il ne serait pas étonnant de voir Chandler connaître une hausse démographique considérable, et ce serait grâce à nous, puisque nous pouvons tous contribuer à notre manière pour la concrétisation de ce projet. Une équipe de hockey junior aura également comme effet de renforcer le sentiment d'appartenance et de fierté d'être gaspésien, car qui sait, peut-être que les prochaines superstars de la LNH se souviendront de chez nous comme un endroit merveilleux à tous les niveaux. Pour conclure, je trouve pertinent de citer nul autre que le commissaire de la Ligue, Mario Cecchini, qui dit « Non seulement la LHJMQ est une ligue de développement de classe mondiale, mais elle rassemble des individus et des équipes passionnés par le bien-être de leur région. Les joueurs poursuivent leurs objectifs sportifs et académiques, mais l'impact positif sur les communautés locales est également une mission fondamentale de notre Ligue. Pensez à votre petit frère, votre petite sœur, vos neveux, vos nièces ou même vos enfants. Peut-être qu'un jour, ils porteront un chandail à l'effigie d'une équipe de classe mondiale de chez nous. Merci de m'avoir écouté. Félicitations. Merci. C'était une prise de parole qui était claire, précise, avec des exemples qui sont concrets. Puis je tiens à souligner l'audace aussi d'avoir pris un sujet qui est local. Donc, il démontre qu'on a des enjeux, puis on a des besoins sur notre territoire aussi. Donc, gros bravo. Merci beaucoup. Très belle prise de parole. Et comme le souligne mon collègue, là, c'était un défi de prendre un sujet aussi d'actualité, mais aussi local que ça. Je tiens également à souligner là, l'articulation, les pauses, le fait de ne pas avoir eu peur du silence lorsqu'on prend un coup d'eau. Ça, pour moi, ça démontre beaucoup de maîtrise et beaucoup de contrôle de soi. Et ça, je tiens à souligner. Félicitations. Merci. Merci.
Salut Vincent. Alors, je seconde les commentaires de mes collègues. Là, je suis d'accord avec eux. Je pense que le défi qu'il y avait pendant la prise de parole, c'était démontrer que c'est possible d'avoir une équipe ici et aussi démontrer que c'est souhaitable et que c'est bénéfique. Dans les deux cas, je pense que la démonstration a été faite. Alors, félicitations. Merci beaucoup. Alors Vincent, est-ce que tu es prêt pour ta question? Oui. Alors, sachant que le boom démographique de Rimouski a commencé dans les années 50-60, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un faux lien de causalité entre cette augmentation démographique et l'arrivée de la LHJMQ à Rimouski? Comme je l'ai précisé tantôt, l'élément déclencheur de ce mouvement démographique a été l'inauguration de son cégep en 1967 et de son campus de l'Université du Québec en 1969. C'est sûr que moi, pour mon texte, j'ai essayé peut-être de créer un faux lien de causalité pour attirer les gens, mais je pense quand même qu'une équipe a probablement aidé à permettre à Rimouski de connaître une hausse démographique. En tout cas, c'est sûr que ça n'a pas nuit. Puis encore aujourd'hui, l'équipe marche, il accueille la Coupe Memorial cette année, puis l'aréna est tout le temps quasiment pleine quand j'y vais. Ben, même en général. Donc, tu as consciemment manipulé les chiffres pour faire adhérer les gens à ton opinion? Possiblement, oui. C'est pas mal tout ce qu'on fait. Mais c'est pour le mettre à mon avantage, puis j'ai pas nommé aucun chiffre. J'ai seulement dit des faits qu'il a connu une hausse démographique après l'arrivée de son équipe de la LHJMQ en 1995. D'accord, merci beaucoup. Prêt pour la deuxième question, Vincent? Oui, je le suis. Parfait. Donc, on sait qu'actuellement, le contexte économique est quand même un peu chamboulé avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement. On sait que notre MRC a des capacités d'accueil qui sont quand même assez limitées. Donc, tout ce qui est au niveau du logement, des infrastructures, tout ce qui est scolaire, l'aréna qui va avoir peut-être certains enjeux à faire à ce niveau-là aussi. Si demain matin, tu avais des entrepreneurs, des investisseurs à aller rencontrer, quels seraient tes arguments pour leur mettre de l'avant, leur mettre l'idée de vouloir investir des sous dans une équipe de la LHJMQ, sachant tout ce qui se passe actuellement dans le monde économique et les capacités d'accueil qu'on a actuellement comme milieu? Bon, c'est sûr que premièrement, si c'est des investisseurs du coin, je commencerai par leur dire une partie de mon texte qui est c'est bon pour notre région puis que ça mettrait notre Gaspésie sur le même pied que le reste du Québec. Fait que déjà ça, moi, je pense que ça serait un avantage. Mais c'est sûr que présentement, dans le contexte économique actuel, c'est peut-être pas en 2025 la bonne année pour accueillir une équipe de la LHJMQ, mais dans le futur, si les relations, qu'on parle du Québec avec le Canada ou même du Canada avec les États-Unis, notamment avec Donald Trump, peut-être que dans les années qui suivront, je pense que ça serait un bon moment pour accueillir une équipe. Mais de toute façon, la LHJMQ ne prévoit pas expandre leur ligue présentement, en tout cas pas cette année ni l'année prochaine. Mais quand ça sera le cas, je pense que les investisseurs puis la ville sera prête à mettre son nom sur la liste pour accueillir une équipe. Puis c'est ça, encore une fois, je leur citerai mes meilleurs arguments pour essayer de les convaincre que ça serait favorable pour notre région. Parfait, merci beaucoup. Plaisir. Bravo, Vincent. Oublie pas nos suggestions pour ton nom d'équipe, là. Les petits pingouins du Grand Chandler. Sais-tu quoi, Zacharia? On est déjà rendu à la dernière participante. Déjà, ça passe bien vite. Moi qui aurais aimé ça, nous autres aussi, qu'on a un sujet sérieux. Sérieux? De quoi de notre sérieux de toi? Ben, tu sais que je peux être sérieux moi aussi. Je m'en vais quand même de l'armée l'an prochain. Si j'aurais pu aujourd'hui, j'aurais parlé du sort des civils en zone de guerre. Hein? Moi aussi, c'était mon sujet. En tout cas, c'est vraiment triste ce qui se passe en Palestine actuellement. Puis Trump qui rajoute. Riviera, Gaza. Tu me parles d'une idée? Il me semble que voir Trump et Netanyahou sur la plage sirotant le cocktail, là. Je veux même pas y penser, ça me lève le cœur. Quand j'y pense, c'est ça qu'Adama a dit l'année passée dans sa prise de parole. Oui, je m'en souviens! Je sais pas pour vous autres, mais moi, ça me lève le cœur. Blague à part, sais-tu que cette année, elle revient en tant que finissante de 5e secondaire pour nous parler du triste sort des femmes en Afghanistan? Veuillez accueillir Adama Marika Langlois. Bonjour tout le monde.
En 1992, le politologue américain Francis Fukuyama proclamait la fin de l'histoire. À l'époque, il affirmait que la fin de la guerre froide marquait la victoire définitive de la démocratie libérale. Il pensait que nous étions condamnés au progrès et au triomphe des droits humains et qu'il était, en quelque sorte, impossible de revenir en arrière. 33 ans plus tard, je pense que Fukuyama avait tort. En fait, il avait affreusement tort pour ce qui est du droit des femmes. Vous êtes sûrement conscient que depuis quelques années, le droit à l'avortement est quelque chose qui revient souvent dans l'actualité. En effet, le 24 juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a invalidé l'arrêt Roe versus Wade dont Maëva a fait mention tantôt, ce qui rend l'avortement illégal dans certains États. Mais savez-vous qu'ailleurs dans le monde, le droit des femmes recule encore plus? Aujourd'hui, j'ai envie de vous amener faire un tour là où le progrès a déjà eu lieu, du moins en partie, mais où il a été réduit à néant. Un pays où l'avortement est, oui, interdit. Un pays où les femmes n'ont ni le droit de parler, ni le droit de se déplacer en public. Un pays où la liberté pour les femmes n'existe plus. Je vais vous amener faire un petit tour en Afghanistan, là où les conditions de vie des femmes sont les plus misérables. Afin que vous compreniez bien le déclin des droits de la femme afghane, je vous propose aussi un voyage dans le temps. Je vais essayer de parcourir avec vous les passages marquants des 100 dernières années de l'évolution de la condition féminine là-bas, en espérant que je puisse réussir, au terme de mon exposé, à vous sensibiliser à la cause, mais aussi à vous faire prendre conscience d'à quel point nous sommes chanceuses de vivre ici, au Québec. Vous rendez-vous compte qu'en ce moment, si j'étais en Afghanistan, je me ferais probablement tirer dessus parce que je suis en train de prendre la parole en public. Heureusement, je me sens en sécurité dans une société où la liberté d'expression et l'égalité des sexes est valorisée. C'est d'ailleurs pourquoi je ressens le besoin de prendre la parole aujourd'hui, parce que comme l'a si bien dit Simone de Beauvoir, se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. Faisons donc un retour en arrière. Dans les années 1910-1920 en Afghanistan, sous le règne du roi Amanullah Khan, les conditions des femmes progressent à la suite de plusieurs réformes. Le programme interdit le mariage forcé et soutient l'éducation des filles. L'épouse du roi fait même des apparitions sans le voile lors d'une tournée européenne. Malheureusement, en 1929, son successeur annule toutes les réformes. 30 ans plus tard, en 1959, le port du tchador ne devient plus obligatoire pour les femmes afghanes. Durant la décennie suivante, le roi Mohammed Zahir Shah poursuit cette démarche de libéralisation dans l'optique de moderniser le pays et de l'ouvrir au monde. La reine apparaît dans les médias habillée comme elle l'entend et sans voile. En 1964, la Constitution donne même le droit de vote et d'éligibilité aux femmes. Mais concrètement, ces changements se limitent seulement à Kaboul, la capitale. Dans les campagnes plus éloignées, où la population vit dans la pauvreté, où elle est souvent illettrée, les vieilles traditions sont restées. Des pères continuent de vendre leurs filles à leurs futurs époux ou encore de les échanger contre des terrains ou des animaux d'élevage. Imaginez le père qui vend sa fille parce que c'est juste une fille contre 6 poules puis 2 chèvres. Dans les années 1970, dans le contexte de la guerre froide, la chute de la monarchie mènera à l'instauration d'une république démocratique. Dès lors, jusqu'au milieu des années 1990, on assiste à une véritable révolution en ce qui concerne le droit des femmes. Obligation de fréquenter l'école, interdiction du port du voile dans un lieu public, suppression de la dot comme condition au mariage, les femmes peuvent même s'enrôler dans les forces armées. L'égalité homme-femme est presque atteinte quand un événement tragique vient chambouler la situation. Le 27 septembre 1996, les talibans prennent la capitale du pays et c'est là qu'une régression inimaginable se produit. Le port de la burqa devient obligatoire pour les femmes et les femmes qui n'osent pas la porter sont fouettées par des fonctionnaires. Vous comprendrez qu'il n'est plus question pour elles de faire des études supérieures ou d'occuper un emploi. En 2001, après les attentats contre les États-Unis, une coalition sous l'égide de l'OTAN, comprenant nos forces armées canadiennes, envahit l'Afghanistan pour chasser les talibans du pouvoir, puisque tenus responsables des actes terroristes du 11 septembre. Nos forces armées quitteront le pays en 2014, après avoir contribué à reconstruire le pays et à donner des services aux citoyens. Par exemple, améliorer la sécurité, construire des bâtiments publics, puis favoriser l'éducation. Moi, mon cousin était déployé en Afghanistan pour venir en aide au pays. Lui et ses coéquipiers ont construit une école là-bas. Les Américains, quant à eux, ont décidé de retirer leurs troupes en 2021, puis malheureusement, l'école a été détruite. Par qui? Les talibans,
qui sont de retour au pouvoir. Vous vous doutez sûrement du cauchemar que vivront les femmes afghanes à partir de ce moment-là. Elles n'ont pratiquement plus le droit d'exister dans la sphère publique. Leur nom est effacé. On les définit comme étant l'épouse de ou la fille de. C'est fou de ne pas pouvoir porter le nom qu'on nous a accordé à la naissance. Selon la BBC, une femme atteinte de la COVID-19 aurait été battue par son mari parce que son nom avait été écrit sur une ordonnance. Le nom des femmes n'apparaît plus sur le certificat de naissance, ni sur celui de décès, ni sur la pierre tombale. C'est comme si elles n'existaient plus. Pourtant, elles accouchent encore. C'est dégueulasse. Je sais qu'il y a plusieurs sportifs dans la salle comme moi, mais savez-vous qu'en Afghanistan, les femmes ne peuvent même pas pratiquer une activité sportive? Elles ne peuvent plus fréquenter l'école au niveau... Elles ne peuvent pas fréquenter l'école au-delà du niveau primaire. Imaginez d'un coup de baguette magique, plus de femmes dans l'auditoire, plus de filles conduisant une voiture non plus. Ne serait-ce que pour aller chercher une pinte de lait au marché de riz, puis avoir le plaisir d'être servie par une fille comme moi. Selon Amnesty International, les femmes ne peuvent pas se déplacer ou apparaître seules en public sans être accompagnées d'un chaperon mandaté par la famille. Si elles font abstraction de la loi, elles seront traduites en justice pour corruption morale. Les citoyens qui essayent de prendre la parole, comme je le fais présentement, ou qui marchent simplement dans la rue en Afghanistan pour manifester leur mécontentement, sont confrontés à des arrestations arbitraires ou à des disparitions mystérieuses. Lors de leur détention, des femmes ont été victimes de tortures, de mauvais traitements ou encore de violences sexuelles. Voici les paroles troublantes d'une étudiante qui a été incarcérée dans un centre de détention, menacée de mort avec un pistolet braqué sur elle. Ils ont commencé à m'administrer des décharges électriques sur le visage, le cou, les épaules, partout où ils pouvaient. Ils me traitaient de prostituée, de garce. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des abominations de ce genre qui se passent dans le monde, pendant que nous ne comprenons pas toujours cette chance que nous avons d'évoluer dans une démocratie, sous la protection bienveillante de nos chartes des droits et libertés? Vous me direz que l'Afghanistan, c'est loin d'ici. Je vous répondrai avec les paroles d'Audre Lorde, une Afro-Américaine qui s'est engagée dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis. « Je ne serai pas libre tant que n'importe quelle autre femme sera privée de sa liberté, même si ses chaînes sont différentes des miennes. » En pensant à Danny Chad, c'est dans la scène. J'ai pas de chaîne aujourd'hui, fait qu'il tombera pas dessus. J'espère que vous avez compris que quand Maëva disait que les sociétés pouvaient régresser dans le temps, elle avait pas tort. L'Afghanistan de 1925 à 2025 en est un bel exemple. Nous devons nous engager afin que le progrès ne s'arrête pas brusquement et nous devons de rester sur nos gardes, de ne tolérer aucun recul. Il me semble que j'entends du monde penser, quand les États-Unis toussent, le Canada attrape la grippe. Bref, nous ne sommes pas magiquement à l'abri d'un retour en arrière. Les droits des femmes n'existent pas par miracle. Nous profitons aujourd'hui des fruits de l'engagement acharné de féministes qui ont lutté pendant des décennies, de grandes femmes que nous avons la chance de connaître parce que nous fréquentons une école secondaire et qui ont le Québec qui fait la promotion de l'égalité des sexes. Imaginons que le Canada devienne, comme en rêve M. Trump, le 51e État des États-Unis. Est-ce que ça voudrait dire que l'avortement pourrait redevenir illégal? Le pire, c'est que nous sommes présentement dans un pays souverain, en pleine campagne électorale fédérale, et que certains partis laissent encore planer des doutes sur cet acquis qui pourrait redevenir un enjeu. On vient même récemment d'abolir le ministère de la Condition féminine à Ottawa. N'est-ce pas un peu paradoxal d'avoir vu nos pays s'allier pour en faire la promotion des droits et libertés en Afghanistan et subir des pertes importantes pour qu'au final, on remette en question ici le droit fondamental de la femme de prendre des décisions qui concernent son corps et son avenir? Si vous pensez que les tribunaux vont nous sauver, détrompez-vous. En un claquement de doigts, un gouvernement majoritaire pourrait faire adopter une loi qui interdit l'avortement, tout simplement en y ajoutant une clause dérogatoire qui exclut la protection de la Charte canadienne des droits et libertés. 172 députés prochainement élus sous la bannière d'un parti politique prônant la vie d'un fœtus au détriment de sa mère pourraient venir chambouler la vie de presque 20 millions de femmes au Canada. Ça veut dire que voter en toute connaissance de cause, même si ça semble anodin pour plusieurs, c'est essentiel. Pour ça encore, faut-il prendre le temps de s'informer avec des sources fiables. C'est ça, vivre en démocratie. À moins que vous ne préféreriez une dictature, comme celle des talibans en Afghanistan.
Je vous quitte donc sur ces paroles éclairées d'une Pakistanaise qui a été récipiendaire du prix Nobel de la paix en 2014. Malala Yousafzai qui disait « Nous sommes conscients de l'importance de nos voix, seulement quand nous sommes réduits au silence. » Merci. Félicitations. Merci. Merci pour une prise de position sur un sujet quand même assez délicat, qui est d'actualité. On entend parler beaucoup de la situation des femmes outre-mer, mais aussi ce qui se peut passer chez nos voisins du Sud, mais qui peut avoir dans certaines pensées qu'on peut avoir au Canada et au Québec aussi. Donc, je pense que c'est un enjeu qui est prioritaire, puis je suis content que tu aies pris position sur ce sujet-là de façon claire et précise. Donc, encore bravo. Merci. Alors, félicitations. Le débit, le ton, l'articulation étaient bien adaptés. Les pauses, félicitations. C'est une très belle prise de position. Et le sujet, comme mon collègue le mentionnait, c'est assez délicat et ça a été bien adapté pour que le public puisse bien le saisir. Félicitations. Merci. Alors, félicitations, Adama. La prise de parole, je trouve que c'était calme, c'était rassurant, même si le sujet peut être un peu inquiétant. Je pense que la façon dont ça a été livré, c'était vraiment intéressant. J'ai beaucoup apprécié la citation à la fin de Malala Yousafzai. Je pense que c'était très approprié. Puis, étant donné que tu parlais de l'Afghanistan, ben, elle qui vient du Pakistan, qui a même dû faire face à des menaces contre sa vie pour les causes qu'elle défend, là, je pense que c'était vraiment très bien choisi. C'était parfait. Voilà. Alors, est-ce que tu es prête pour ta question? Ben, j'étais un peu obligée, fait que oui. En écoutant ta prise de parole, j'ai trouvé étrange que tu, en même temps, fasses la promotion de la démocratie avant de critiquer la situation de l'avortement aux États-Unis. L'arrêt Roe versus Wade qui a été dérogé n'a pas interdit le droit à l'avortement. Il a laissé de la liberté aux États de légiférer sur le sujet. Donc les États ont légiféré en toute démocratie et en toute légalité sur l'avortement. Donc c'est la majorité qui a choisi, dans les États principalement conservateurs, d'abolir l'avortement. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ce ne serait pas un déni de démocratie de critiquer cette décision qui a été pourtant faite de façon tout à fait légale? Ben, tu sais, Thomas, la majorité, elle n'a pas toujours raison. Il faut parfois prioriser les minorités avant de prioriser la majorité. C'est pour ça que les chartes existent. Puis je pense que le but de ma prise de parole, c'était de sensibiliser les gens à ce qui pourrait arriver dans le futur. Fait que même si la majorité voudrait que l'avortement devienne illégal, ben, je pense qu'il faut prioriser les minorités avant de prioriser les majorités. Pourtant, il y a des femmes qui ont voté pour le parti conservateur, enfin les partis républicains. Donc il y a des femmes qui ont voté contre l'avortement. Est-ce que tu penses que la démocratie, qui veut quand même dire pouvoir au peuple, ne s'applique que quand tu es d'accord avec ces décisions? Est-ce que tu pourrais reformuler, s'il te plaît? Donc la démocratie signifie pouvoir au peuple, donc le pouvoir à la majorité. Est-ce que tu penses que contester la majorité son droit d'autodétermination, son droit de décision, quand tu n'es pas d'accord, alors même qu'il y a des femmes qui ont été d'accord pour ça, est-ce que ce n'est pas un déni de démocratie? Ben, dans certains cas, je pense que, comme là, je pense qu'il y a une majorité de femmes qui sont pour l'avortement. Donc, aux États-Unis, c'est une minorité de personnes qui ont décidé pour une majorité de personnes. Fait que je pense que tout le monde devrait avoir Je pense que tout le monde devrait avoir le droit à la parole, puis que l'avortement, même si que des femmes ont voté pour, je pense qu'il y a d'autres femmes qui méritent de l'avoir. Ça n'a pas été voté à la minorité. C'est la majorité qui a voté pour un parti qui ensuite a fait passer son projet de loi contre l'avortement. C'est la majorité qui a voté pour. Ouais, mais... ouais, mais là... Ben, je fais quoi?
Ben, je peux peut-être prendre la balle au banc puis continuer avec... J'avais préparé une question aussi pour le sujet. Ouais. Bon, cela dit, je trouve le débat philosophique sur la règle de la majorité versus les libertés individuelles absolument passionnant. Je vais peut-être aller dans cette direction-là, mais sur une variation peut-être un peu plus d'actualité. Parce qu'hier, on avait le débat des chefs en français. Donc, il a été amplement question, par exemple, de la relation économique Canada-États-Unis. Mais il y a également été question, par exemple, de la clause dérogatoire. Et ce n'est pas tous les partis politiques qui sont d'accord sur l'utilisation de la clause dérogatoire, puis aussi sur sa contestation devant les tribunaux, parce qu'il y a une contestation devant les tribunaux qui a lieu par rapport à son utilisation préventive. Mais donc, tu as parlé de la clause dérogatoire dans ton intervention. Tu semblais inquiète que la clause dérogatoire pourrait être utilisée pour restreindre le droit à l'avortement. Il y a une élection le 28 avril. Le 28 avril, est-ce que tu penses que les gens devraient voter en ayant en tête le risque que peut poser la clause dérogatoire pour les droits et libertés? Ben, je pense que oui. Hier, durant le débat, il y a Poilievre, parce qu'on avait des doutes, il a mentionné qu'il ne toucherait pas aux droits des femmes, mais ça reste que c'est un parti, le Parti conservateur donne beaucoup de latitude à ses députés. Puis, selon leur conscience, ils pourraient voter contre l'avortement. Puis, la dérogatoire, à ce moment-là, pourrait être un enjeu. Puis, je pense que quand même, faudrait que les personnes qui votent prennent conscience de ce point-là. Par exemple, en 2024, Arnold Viersan, un député des conservateurs, avait déposé une pétition pour pousser le gouvernement à faire une loi qui protège le droit des femmes, qui protège le droit du fœtus. Fait que je pense que quand on va aller voter, quand même prendre conscience que la dérogatoire existe, puis c'est ça, là. Puis pour toi, est-ce que ça se classe dans le top 3 des enjeux les plus importants de l'élection? Tu peux répondre par oui ou par non. L'avortement ou la dérogatoire? La dérogatoire par rapport au risque que ça peut poser aux droits et libertés, est-ce que selon toi, ça devrait être un enjeu décisif de l'élection? Est-ce que ce serait dans ton top 3 personnel si tu avais le droit de vote, disons? Mais je pense que oui. Moi, oui. Parfait. Merci beaucoup. Hey, félicitations à Dama et à tous nos orateurs et oratrices. On les applaudit. Si jamais la cloche sonne, je vais vous demander de rester assis. On reste vraiment pas pour long. Alors, une belle main également pour notre duo à l'animation, Laurel et Hardy, Jérémy et Zacharia. Vraiment, vous avez fait du bon travail. À Thomas également, pour sa rigueur journalistique. On peut l'applaudir. Puis, je viens de faire une demande spéciale à Jacques là, de nous trafiquer une petite photo pour la remise des prix tantôt. Fait que Jacques dit qu'il va être bon pour vous préparer ça pour la remise des prix. Question de nous rappeler que le congé de Pâques approche à grands pas. Avez-vous hâte? D'autant plus que là, vous venez de vous gagner une pédagogique, apparemment. Alors, vous allez être en congé mardi, mais pas nous. Alors, maintenant, pendant que nos juges remettent leurs cartes de pointage respectives, nous vous invitons à remplir votre bulletin de vote en cochant l'élève qui vous a le plus impressionné de par la qualité et la préparation adéquate de sa prise de parole. N'oubliez pas de déposer à votre sortie dans les urnes dédiées à cette fin votre bulletin de vote. Pendant que notre équipe comptabilise les résultats, nous vous donnons à nouveau rendez-vous ici même à la salle de spectacle, mais à compter de midi pour le dévoilement des récipiendaires, la remise des prix. Bonne pause, bonne troisième période, puis à tantôt pour le roulement de tambour. Hey, rebonjour tout le monde. Et oui, les juges invités et vous, cher public, vous avez rendu votre verdict. Nous sommes donc maintenant prêts à remettre les prix pour cette 4e édition du concours de prise de parole Espace René Lévesque. Zacharia et Jérémy ont fait allusion à Netanyahou et Trump sur une plage de la Riviera Gaza. Alors, je demandais à Jacques de nous trafiquer ceci en cela. Alors sans plus tarder,
Alors, sans plus tarder, je vais inviter les participants à monter sur scène. Madame Bernatchez, les juges. Alors, peut-être les participants de ce côté-là, les juges, Madame Bernatchez aussi de ce côté-là. Alors, vous pouvez monter sur scène. Et Chanel? Ah, elle s'en vient. Bon, ben maintenant, c'est le grand moment. Alors, il nous faut un roulement de tambour, s'il vous plaît, à la régie. C'est encore mieux qu'à la régie. OK. Alors, dans un premier temps, Mademoiselle Baudin-Mercier remettra une carte cadeau supplémentaire de 50 de 50 $. J'ai hâte au congé de Pâques, moi aussi. 50 $ aux participants ou à la participante qui aura gagné le cœur du public, et c'est très important. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ça a été très, très, très serré. Si les élections fédérales sont aussi serrées, il risque d'avoir des recomptages judiciaires. Alors, c'est 4 votes qui sont venus faire la différence entre la première et la deuxième position. Alors, avec 43,3 % du vote, le ou la récipiendaire du prix coup de cœur du public est Vincent Caron. On dirait que j'ai perdu mes feuilles. Ah oui. OK. Alors maintenant, on va remettre des prix de participation. Alors, évidemment, je pense que nos animateurs qui ont fait un si bon travail méritent d'être soulignés aussi. On va leur remettre chacun une carte cadeau de 50 $. On peut applaudir Zacharia et Jérémy. Et puis, ce serait difficile d'oublier notre avocat du diable aussi. Alors, Mme Baudin-Mercier va remettre, elle aussi, à Thomas Puget, une carte cadeau de 50 $ pour son rôle exceptionnel d'avocat du diable, très rigoureux. Alors, merci beaucoup, Thomas. Alors, maintenant, on passe au clou là, de la journée avec la remise de nos bourses de 200, 300 et 500 $ aux premières, deuxième et troisième positions. Alors, évidemment, cette fois-là, je vais demander à Mme Bernatchez de s'avancer et peut-être avec les juges pour prendre les photos. Alors, un autre roulement de tambour. L'assistance, s'il vous plaît. Alors, en troisième position, les juges ont décidé de remettre une bourse de 200 $ avec un score de 90 points à Vincent Caron. Un autre roulement de tambour. En deuxième position, se méritant une bourse de 300 $ avec un score de 91 points, Adama Marika Langlois.
Et enfin, le grand ou la grande gagnante de cette 4e édition du concours de prise de parole, Espace René Lévesque, se méritant une bourse de 500 $. Vous l'avez deviné, alors veuillez applaudir avec son total de 92 points, Maëva Giroux-Duguay. Alors, on va procéder au mot de la fin. Évidemment, moi, je veux souligner ces courageux et courageuses finalistes-là. C'est pas évident là, de faire face à vous, que vous êtes leur père quand même. Alors, je veux vraiment, là, je voudrais que vous les applaudissez très, très fort, nos 3 candidats. Je veux aussi remercier nos télécommunautaires parce qu'en réalité, les gens à la maison vont pouvoir regarder, puis vous vous en rendez pas compte, mais des fois, les jeunes qui viennent prendre la parole comme ça, ben, leurs idées font du chemin. Je pense à Alison Sweeney, qui a 2 ans, voulait transformer les églises par des refuges pour itinérants. On sait que c'est maintenant un sujet de l'heure. Et bizarrement, il y a un parti politique qui a décidé de mettre ça dans sa plateforme. Alors, vous le savez pas, mais vos idées, ils font du chemin. Ça allume des lumières. Je pense à Thomas Puget, l'an passé, qui nous a parlé d'intelligence artificielle, alors que presque personne n'en entendait parler à l'époque. Et là, c'est le sujet de l'heure. Alors, nos jeunes sont sur la coche, là. Et puis, évidemment, j'ai déjà souligné Mario, Jacques et Lily, mais savez-vous, ceux que je veux remercier actuellement, c'est vous, cher public. Vraiment, vous avez été extraordinaires. Les gens en ont parlé. Applaudissez-vous parce que vous avez été un très, très bel auditoire. Puis c'est vraiment une fierté pour moi d'être votre enseignant, ceux qui sont assis dans la salle. Vous êtes une belle jeunesse, ça sent l'espoir, vous avez des idées, exprimez-vous, ayez pas peur d'avancer vos idées, d'en discuter avec des adultes. C'est comme ça qu'on va faire changer la société de demain. Puis on a besoin de votre énergie, de votre dynamisme et vos idées pour faire rayonner notre Gaspésie. Alors vraiment, ayez pas peur. Si eux autres ont été capables de le faire, si dans le passé, on a eu un Mathieu Desbois, si vous en souvenez, qui a été capable de le faire, alors tout le monde assis dans la salle, vous êtes capable de le faire. Fait que moi, il me reste juste une chose à faire, c'est vous souhaiter un très bon congé de Pâques. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Mon groupe 31, bon, on se voit en 4e période. Merci beaucoup. Bye.